Attention, le prix de l'urée en bourse reste une difficulté. Malgré une relative détente du prix du pétrole et du gaz en bourse qui est réelle, n'oublions pas l'urée qui aura un impact différé sur l'inflation alimentaire. Dans cette vidéo, vous allez assister à première partie. Je vous rappelle brièvement quel est le lien, quelle est la place de l'engrais urée avec le détroit d'Ormuz. Deuxième partie, quel engrais urée suivre en bourse? Et oui, vous pouvez en trouver plusieurs. On se perd. Quel est exactement l'actif financier à suivre en lien avec l'engrais urée pour bien mesurer l'impact du conflit géopolitique actuel? Vous avez notamment l'engrais urée en Chine, mais qui est très peu exporté, et l'engrais urée dit du Moyen-Orient qui cote en dollars. Je vous donne tout, je vous montre tout, et je vous donne les codes TradingView. Troisième partie, probablement plus important, parce que quand vous regardez l'inflation alimentaire en temps réel, il ne se passe rien. Alors que vous entendez partout des discours alarmistes envolés de l'inflation alimentaire. C'est plus subtil que ça. Je vous explique comment, quand intervient, quel est dans le processus semis, récolte, distribution alimentaire. On recommence dans l'autre sens. Semis, récolte, distribution alimentaire. Où intervient exactement l'engrais urée? À partir de quelle étape de ce processus le coût variable pour les agriculteurs que représente le prix de l'engrais urée intervient, et quand est-ce que cela peut se traduire dans une inflation alimentaire? Nous allons regarder ça, les différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et la différence aussi entre certaines cultures. Mais oui, tout ça reste inscrit dans un contexte boursier, dans la thématique du moment, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, bien sûr, on fera l'analyse technique de l'engrais urée de Chine et l'engrais urée du Moyen-Orient. Je vous réexplique à nouveau quel est son poids dans l'inflation alimentaire. Et puis bien sûr, moi je vous donne mon point de vue sur tout ça. Bon, vous connaissez mon positivisme, optimisme de base. Donc là, on reprend les faits, mais on reprend aussi un peu ce qui peut être en contradiction avec les discours alarmistes, même si, effectivement, il y aura de toute façon un impact sur l'inflation alimentaire. Mais souvenez-vous d'une chose pour commencer, c'est que cette inflation alimentaire ne constitue qu'une partie de l'inflation nominale, comme le prix de l'énergie. Elle est exclue de l'inflation sous-jacente, ça vous commencez à le savoir. D'autre part, attention, le prix de l'engrais urée ne concerne pas toutes les cultures en même temps, ne concerne pas, bien sûr, il y a une différence il y a une opposition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc il n'y aura pas un effet global, et donc finalement cela pourrait être assez diffus et pas du tout global macro, même si dans 4, 5, 6 mois, il y aura un impact sur l'inflation alimentaire. Dans tous les cas, attention, le prix de l'engrais urée reste une difficulté uniquement déjà sur le plan technique. Il ne faut pas que se focus sur le prix du pétrole et du gaz. C'est parti, Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Le prix de l'engrais urée reste une difficulté en bourse. Malgré tout, rassurez-vous, cette difficulté sera surmontable. Je vous explique en 15 minutes tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il faut suivre pour être bien connecté et avoir un suivi vraiment global qui ne se contente pas du prix du gaz naturel et du pétrole. En bourse, c'est parti mon kiki. Donc la session est ouverte. Je vous ai plus ou moins donné le plan. Dans l'introduction, il s'affiche ici à nouveau sous vos yeux. Tout est chapitré comme d'habitude. Et donc, nous attaquons par la première partie. Un rappel, une petite infographie, donc effectivement, ça ce sont des choses dont je vous ai déjà parlé, mais toujours bien un peu, moi je prends mon temps, je redonne du cadre. Donc, le pétrole, on a compris la chanson. Je pense que tout le monde peut faire son exposé sur le pétrole, ça fait 2 mois qu'on répète la même chose. Tout le monde connaît le lien fondamental, les pénuries, le transport, le détroit d'Ormuz, les stocks, les réserves stratégiques, l'analyse technique, la cartographie technique, boum, on barre, on a compris, ça nous saoule. Le gaz, c'est pareil, on a compris, on connaît le poids, le détroit d'Ormuz. L'aluminium, c'est très indirect, ça aussi, mais du coup, on n'en parle pas. Ça, nous en parlons un peu moins. Pourquoi? Parce que l'effet sera différé. L'effet inflationniste pétrole et gaz, il est immédiat. Bon, vous l'avez constaté, certains ont peut-être fait leur plein de gasoil ou de samplon 95 ou samplon 98 à 2,40. Alors ça dépend, vous êtes en Suisse en CHF, vous êtes en France et c'est en euros. Mais moi, je suis récemment parti avec mon père là, pour un événement familial à Bordeaux. Dans une station Shell, on a fait le plein à 2,40. Bon, bref. Par contre, là, on ne constate rien. On ne constate absolument rien, alors que l'urée a explosé en bourse. Il a fait x2,5. Je vais vous montrer. On est passé de 400 $ la tonne à 850 $ la tonne. Il n'y a pas d'augmentation de prix alimentaire dans les rayons. C'est normal.
Alors, vous allez me dire, oui, c'est parce que l'effet est différé. Mais c'est pas que ça. Oui, vous avez raison, l'effet est différé. Il sera différé. Mais il ne sera pas global. Vous allez voir pourquoi. Déjà, souvenez-vous, il y a deux hémisphères. Donc, les saisons sont inversées. Donc, qui dit saison inversée dit la période des semis n'est pas la même. C'est plus complexe que ça, puisque les cultures n'ont pas la même période de semis. Donc, au final, vous voyez que l'effet sera plus diffus et moins global macro que ce qu'on peut penser. Malgré tout, il y a quand même des choses à savoir, des signaux techniques qu'il faudra surveiller. Donc, c'est parti. Donc, voilà, donc alors, là, je vous remonte des slides un peu que je vous ai déjà montré, mais restez avec moi, c'est juste pour resituer les choses. Oubliez tout ce qui est en noir. On se concentre, nous nous concentrons, pardon, je déteste dire on se concentre. Nous nous concentrons sur l'engrais urée. Plusieurs choses à rappeler, simplement, vous voyez ça comme des bullet points, c'est important, au-delà du blabla, d'avoir quelques informations de base. Ça représente en moyenne 20% du coût variable pour certaines cultures. Alors, à quel moment? C'est au moment des semis. J'arrive. Le détroit d'Ormuz, c'est 35% du commerce mondial du riz, donc c'est pas rien. C'est essentiellement exporté à destination de l'Asie, donc ça c'est important. Et surtout, vous n'avez pas de stock, quasiment pas de stock. Ça marche quasiment en flux continu. Donc là, l'impact, il est immédiat. Là, actuellement, il y a un impact sur les semis, mais pas de tous les hémisphères, pas de tous les pays du coup, et pas de toutes les puissances agricoles, et pas de toutes les cultures. Mais l'impact est immédiat. Donc vous allez me dire, il n'y a pas de stock, dépend des flux continus, etc. Du coup, pourquoi l'inflation alimentaire ne s'envole pas? Alors effectivement, l'inflation alimentaire ne s'envole pas. Je vous montre ici l'inflation alimentaire en temps réel. Elle est autour de 0 et 1. Alors il y a eu un rebond, mais qui avait commencé avant. Donc il n'y a quasiment pas d'impact. Vous avez l'inflation alimentaire ici en temps réel selon Showflation. Il n'y a quasiment pas d'impact du conflit. Alors que vous avez bien constaté les effets sur le prix de l'énergie. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y a pas de stock, parce que l'effet est différé. Donc, j'arrive sur ces sujets-là. Bon, ça, on l'a déjà vu 1000 fois, je ne sais pas pourquoi le slide apparaît. Voilà, on arrive à ce qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Concrètement, je pense qu'avant ce conflit, tout le monde se fichait complètement. Je pense que sur vos plateformes, que vous soyez sur TradingView ou ProRealTime ou que sais-je encore comme comme plateforme de suivi boursier, aucun d'entre vous ne suivait en temps réel l'évolution du prix de la tonne d'urée. Éventuellement le blé, quelques matières premières agricoles, voilà, l'or, l'argent, les métaux, le pétrole, etc., le gaz. Mais personne ne suivait l'urée. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont découvert que l'urée était coté en bourse. Et je vais vous dire quelque chose, moi aussi, moi le premier, d'accord. En fait, c'est parce que tout le monde s'en fichait. Ce que là, on s'en fiche un peu moins. Alors que pourtant, il y avait eu déjà, ça avait été responsable de l'inflation alimentaire au moment dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, de quoi parlons-nous? Il faut faire très attention à ne pas se tromper d'actif. Parce que si vous vous trompez d'actif, votre analyse est faussée. Vous avez dans le monde deux grandes places boursières pour coter l'urée. Vous avez ce qu'on appelle l'urée chinois, qui est produit en Chine et qui est essentiellement à destination du marché domestique chinois, sur les places boursières chinoises de matières premières, en yuan, assez peu exporté. Donc, alors, il monte un peu, mais pas tant que ça. Celui-là, on peut quand même le regarder, parce que forcément, là, les exportations chinoises ont un peu augmenté à destination du monde, mais comme ils l'utilisent avant tout pour leur propre agriculture, pas tant que ça. Et puis, vous avez l'urée qui fait référence mondiale. Cette urée qui fait référence mondiale, c'est l'urée dit du Moyen-Orient, qui est un basket, un benchmark pour les principales puissances autour du golfe Persique qui produisent donc cet engrais. Et donc ça c'est fait à partir de gaz naturel. C'est l'engrais dit azoté. Ce benchmark qui vous donne un prix moyen, un prix officiel de l'urée pour toutes ces puissances autour du golfe Persique, il est coté en dollars US. Et vous avez des contrats futurs au CME à la bourse de Chicago. Voilà, je ne peux pas être plus précis. Donc, l'urée dit, donc c'est l'urée dit du Moyen-Orient, qui est le benchmark international parce qu'il est essentiellement destiné à l'export. C'est lui qui fixe la référence mondiale. Il est exporté via le détroit d'Ormuz et donc représente, on l'a vu juste avant, 35% de l'exportation mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des contrats futurs à la bourse de Chicago, sur le CME. La place de référence, c'est cette place boursière ici du golfe Persique, du Moyen-Orient, qui est le benchmark mondial.
il n'est pas coté en devise locale, parce que déjà elles sont différentes les unes des autres, et donc pour avoir un benchmark mondial, il est coté en dollars US. C'est cette urée-là qui nous intéresse. Alors, quand vous êtes sur TradingView, voici les codes. Ici, vous avez l'urée chinois, UR1 point d'exclamation, UR1 point d'exclamation, qui donc est en petite hausse et qui n'a pas, regardez, dépassé de grosses résistances. Et vous avez, et là c'est différent, accrochez-vous, 3, 2, 1, 0. Là ça pique. Vous avez l'urée dit du Moyen-Orient. UME1 point d'exclamation. UME1 point d'exclamation. L'urée granular parce que en fait ce sont des petites billes blanches, dit du Moyen-Orient. Et sur cette urée, vous avez donc des contrats futurs à la bourse de Chicago. Je vous laisse observer la cassure technique haussière massive dans les 24 heures qui ont suivi le déclenchement des opérations militaires à la fin du mois de février dernier. Voilà où est montée l'urée dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Autant vous dire que déjà si on s'installe ici, ça va piquer dans quelques mois, et si on dépasse ce seuil, ça va faire plus que piquer. Bien sûr que moi, mon scénario, c'est que dans cette zone-là, on va finir par reculer, et que quand tout ce conflit sera terminé, on va se normaliser en revenant à peu près par ici. Mais il y aura quand même un impact, vous allez voir, ce sera trop tard. Parce que là, c'est déjà les semis. C'est déjà les semis, notamment pour certaines cultures, notamment pour le blé dans l'hémisphère sud. Donc il y aura, et ça, l'impact, on le verra dans quelques mois. Alors au moment de quoi, la récolte et de la distribution, c'est à ce moment-là. L'impact, il est immédiat pour l'agriculteur via ses coûts variables, ça se répercute ensuite en chaîne, et pour le consommateur, semis, récolte, distribution. Bon, il y a plein d'étapes intermédiaires, mais c'est les grosses étapes. Donc déjà ça. Alors ensuite, je continue. Donc le prix de l'urée dans le processus semi-récolte distribution alimentaire, c'est pourquoi là, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que je vous ai montré tout à l'heure que là actuellement, il y a une divergence. L'engrais urée a flambé. Il a flambé comme le pétrole, même plus. Il est passé de 400 à 800. Le prix du pétrole n'a pas si, quoi qu'il est passé de 60 à 120 le pétrole, donc il a doublé, même s'il retombe depuis. Par contre, et donc le prix à la station-service a flambé, par contre, aucun impact sur l'inflation alimentaire. Donc là, vous vous dites, bon, c'est du bullshit, tout ça, il n'y a aucun impact. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez, vous avez donc, alors, tout ça est très schématisé, les semis, la croissance de la culture, les récoltes et la distribution. À partir de quel moment l'engrais urée intervient? Il intervient au moment des semis, au moment d'achat. Les agriculteurs achètent de l'engrais. C'est à ce moment-là que le prix de l'engrais urée, qui est donc variable, qui est en bourse, va fixer le coût de la production agricole. Et c'est à partir de là que petit à petit, les choses vont se répercuter dans les différentes étapes du cycle pour finalement arriver dans quelques mois au cycle à l'état de la distribution. Sauf que faut laisser le temps à la nature d'agir. On sème, ça croît, on récolte, on stocke, on emballe, on distribue. Et c'est à ce moment-là. Donc, tout ce qui se passe maintenant, la hausse actuelle là, de l'engrais urée, arrivera dans l'inflation alimentaire dans quelques mois. Mais pas globalement, vous allez voir, parce que ça dépend des hémisphères. En fait, la vraie question, c'est quels sont les semis qui ont lieu actuellement? C'est ça la vraie question. Quelles sont les cultures qui sont concernées actuellement, entre avril et mai, par les semis? Et parmi ces cultures concernées actuellement entre avril et mai dans l'étape des semis, qui utilisent l'engrais urée, c'est là où vous allez avoir, dans 6 mois, l'inflation alimentaire. Donc justement, c'est là où finalement, moi j'y vois de l'optimisme positif, sans vouloir jouer toujours cette carte-là, c'est que ça dépend des cultures. Donc, 2 choses. Tout d'abord, il y a une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Dans le processus semi-récolte, les choses sont inversées. Si vous prenez l'exemple du blé, dans l'hémisphère nord, eh bien, les semis ont lieu entre septembre et novembre. Dans l'hémisphère sud, les semis ont lieu entre mai et juillet. Donc là, eh bien, les agriculteurs de l'hémisphère sud qui produisent du blé, les grandes puissances, donc c'est notamment en particulier le Brésil par exemple, là, ils sont en train, rappelez-vous, flux continu, très peu de stock, d'acheter de l'engrais urée au coût actuel du marché. Donc forcément, oui, toute la production de blé qui viendra de l'hémisphère sud lorsqu'elle sera récoltée, en novembre,
janvier prochain, il y aura un impact. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle sera décalée. Donc là, forcément, oui, ce sera majeur. Par contre, dans notre hémisphère à nous, eh bien, la période des semis, c'est septembre-novembre. Donc si d'ici là, le prix de l'engrais urée est retombé, il n'y aura pas d'impact. Vous voyez, mais là, déjà, pour le blé de l'hémisphère sud, oui. Prenez l'exemple du maïs, c'est complètement différent. La période des semis pour le maïs dans l'hémisphère nord a lieu entre avril et juin. Donc oui, là actuellement, pour le maïs de l'hémisphère nord, c'est un problème. Par contre, pour le maïs produit dans l'hémisphère sud, les semis ayant lieu entre octobre et décembre, ce n'est pas un problème. Donc actuellement, ce qui est un problème, c'est les semis de blé dans l'hémisphère sud et les semis de maïs dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc vous voyez, mais du coup, le monde étant partagé entre ces deux hémisphères, l'effet n'est pas global macro. Vous voyez, c'est là où moi j'y vois un peu d'optimisme. Il y aura des éléments finalement, il y aura certaines cultures donc, qui ne seront pas concernées par cette augmentation du prix de l'urée. Sauf si dans 6 mois on a encore le même prix. Quoi. Voilà, c'est foutu. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc là c'est le blé, c'est le maïs. Vous voyez donc là je vous avais l'exemple du riz et du soja. Donc là je vous ai donné les 4 cultures qui utilisent le plus d'urée. Et donc vous voyez que les données sont différentes, qu'il s'agisse de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, pas forcément inversées. Ça peut être variable, par exemple pour le riz, à cause du climat tropical dans l'hémisphère sud. Donc les choses sont assez différentes. Vous avez aussi l'exemple du soja, où là les semis ont lieu actuellement entre avril et juin dans l'hémisphère nord, mais la sensibilité à l'urée est moins forte que celle du blé. Donc il y a plusieurs critères. Il y a le critère de la sensibilité à l'urée, le critère de la période des semis, qu'on distingue entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et bien sûr le critère donc de la culture. Donc effectivement, oui, pour résumer, là, ça va être un problème pour le blé qui est produit dans l'hémisphère sud. Et là, forcément, oui, il va y avoir un impact. Donc je continue, donc nous avançons sur ces sujets-là. Maintenant, le vrai sujet, donc ça c'est bien marrant, donc, on a compris la différence entre les deux urée chinois, urée du Moyen-Orient. Le prix de l'urée intervient donc dans le coût variable pour les agriculteurs au moment des semis, mais on voit que ce n'est pas global, il y a une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a une différence entre les cultures. Là actuellement, donc, on est en plein dans le blé dans l'hémisphère sud, donc ça va piquer forcément dans quelques mois pour ce blé qui aurait été produit dans l'hémisphère sud. Ok, très bien. Maintenant, ça va piquer dans quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Nous, ce qui nous inquiète en bourse, c'est l'inflation, la hausse des taux, des choses comme ça. Même si pour moi, je vous dis, hein, je mets mon index à couper, voilà, l'ongle du petit doigt, il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed cette année. Bon, voilà. Ok, après, chacun pense ce qu'il veut. Bon, la vraie question, c'est, ça représente quoi dans l'inflation? Première chose, l'inflation alimentaire, comme l'inflation énergétique, est exclue de l'inflation nominale. Elle est dans l'inflation sous-jacente, mais elle est exclue de l'inflation nominale. Les banques centrales regardent les deux, surtout l'inflation sous-jacente. Ensuite, quel est le poids réel? Eh bien, vous avez ici un tableau que je vous ai préparé. Donc, je distingue le CPI US, le PCE US, puisqu'aux États-Unis, vous avez deux lectures de l'inflation, la Fed regardant les deux, mais surtout le PCE, et le CPI européen, où les pondérations sont différentes. Grosso modo, vous avez un poids de l'inflation alimentaire entre 10 et 15% de l'inflation nominale. 10 et 15% de l'inflation nominale. Mais comme ce que je vous ai montré, c'est que cet impact de l'urée dépend des hémisphères, dépend des cultures, et que les semis n'ont pas lieu partout en même temps dans le monde entier sur toutes les cultures, l'impact en fait sera moindre, si vous voulez, que cette pondération. Si 100% des cultures étaient concernées maintenant, que les semis avaient lieu maintenant, et qu'elles utilisaient toutes de l'urée, oui, ça pouvait piquer fortement. Mais il y a déjà donc en amont des choses qui piquent un peu moins, et après on voit donc, et pareil, l'impact n'est que, entre guillemets, de 10 à 15%. Alors c'est important, mais ça aurait pu être 30, ça aurait pu être 35. Imaginez une situation où l'inflation alimentaire représente 30% du calcul de l'inflation, et qu'actuellement auraient lieu les semis de toutes les cultures dans les deux hémisphères. Bah oui, bah là, que je le dise, effectivement, on devait probablement se manger une hausse de taux. Je parle de la Fed. Hein. Bon, là, donc, on voit que les choses peuvent être finalement plus diffuses, moins impactantes, même si il faudra s'attendre, en seconde partie d'année, à un impact sur l'inflation alimentaire. Après, ça va dépendre aussi de combien de temps l'inflation alimentaire se maintient à son prix, le prix de l'urée se maintient à son prix actuel.
analyse technique de l'urée mondiale et de l'urée chinois, j'en ai déjà parlé, mais on va repasser donc sur les graphiques. Donc, en ce qui concerne l'urée chinois, eh bien, il n'y a quasiment rien depuis le déclenchement des opérations militaires. On est à peu près au même niveau. On n'a pas dépassé ce seuil explosif, où là, si on dépasse ça, effectivement, c'est compliqué. Mais c'est surtout un urée domestique, donc il n'y a pas trop d'impact. Non, le vrai souci est ici. Donc on voit là que dans les semaines qui avaient suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a fait un double top à 950 $ la tonne. Bon, l'idée c'est de commencer à avoir des signaux. Là on avait un signal de cassure baissière, c'était fini. Là on est dans la phase verticale. Déjà l'idée c'est d'avoir quelque chose qui se stabilise. Le début d'une pattern, là il n'y a rien. J'enregistre cette vidéo, il n'y a rien. On est dans un truc vertical. Donc nous verrons bien comment les choses se passent. Mais moi si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où nous obtiendrons une ouverture totale du détroit d'Ormuz, eh bien, le marché va entamer un retracement et reviendra à son point de départ. Alors, après, voilà, regardez où était le prix de l'engrais urée en 2025. Donc, si vous voulez, le vrai signal d'apaisement serait de repasser sous 500 $ la tonne. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Alors, nous sommes en surachat massif. Il y a peut-être le début de divergence. Ok, on peut voir des éléments, que ce soit donc sur l'indicateur technique RSI ou même sur le LMACD. Voilà, nous revenons sur des niveaux de LMACD ici qui avaient terminé la hausse. Et puis il y avait une belle divergence ici entre novembre 2021 et mars 2022. Donc oui, effectivement, l'idée en fait, ce serait d'échouer ici à nouveau et de reprendre un processus direction le sud. Mais voilà, ça va dépendre en grande partie de l'actualité géopolitique. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, c'était donc ce que je voulais vous préciser rapidement. Donc faites attention, suivez l'engrais urée, ajoutez les codes que je viens de vous montrer sur TradingView pour le suivre. Et puis viendra le moment où nous constaterons un apaisement technique total sur le pétrole, sur le gaz naturel et sur l'engrais urée dit du Moyen-Orient. Et il sera temps de passer à une autre thématique d'inquiétude fondamentale car le marché toujours. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.